la nanoscience, la nanotechnologie, nous offre des possibilités vraiment extraordinaires. Une est en rapport avec les possibilités de confiner des molécules d'autres espèces, même plus compliquées, à l'intérieur des solides. Lorsque ces molécules sont placées dans certains solides qui constituent réellement des nanospaces, comme c'est les nanopores, des séolites, des silices mésoporeuses, de certains argiles, des nanotubes de carbone, etc., d'autres matériaux, on voit qu'il y a des possibilités extraordinaires pour le stockage moléculaire, pour faire que ces nanopores puissent agir comme une moule, comme un template en anglais, et conformer des nanomatériaux, mais aussi ces nanospaces constituent vraiment un réacteur chimique où la chimie est différente de celle se tiennent dans des espaces ouverts, voire sur des surfaces des solides inorganiques, par exemple, ou en milieu homogène en solution. Voilà, tout d'abord, on va se rappeler qu'est-ce que c'est le nanopore. Réellement, le matériau nanoporeux, c'est un matériau qui a des trous, tout simplement. Et ces trous peuvent être isolés, comme vous voyez ici représentés, ou interconnectés, ce qui est intéressant parce que même s'il y a des cavités étroites de gorge, ces nanopores, réellement, sont intéressants pour le passage d'ions ou de molécules vers l'intérieur du solide. Et ces dimensions sont entre 1 nanomètre et 100 nanomètres, ce sont les dimensions typiques pour la nanoscience, pour la nanotechnologie. Donc, ça correspond réellement et pratiquement dans toute l'ampleur des nanopores. Les nanopores typiques des mésopores, je voudrais dire, selon la classification de l'EUPAC, où une partie correspond à des séolites, des silices mésoporeuses ou d'autres solides mésoporeuses, des produits, des matériaux qui sont produits par Bois-Solgel, etc. Donc ici, il y a toute une série de solides comme exemple, des solides inorganiques, donc, qui vont des séolites, il y a des argiles ou des argiles pontées, comme vous voyez ici, avec une distribution même hiérarchique, et des solides mésoporeuses, comme les silices mésoporeuses et d'autres gels qui ont des distributions plus larges, comme vous voyez ici, mais qui correspondent toujours dans le domaine des micropores en partie et des mésopores fondamentalement de cette dimension qui correspondent par exemple à des matériaux amorphes ou des matériaux organisés d'une manière ordonnée, comme c'est des solides cristallins, c'est le cas des séolites, des metal oxide frameworks, des MOF, et on verra bien de certains argiles qui ont des tunnels, aussi des silices du type mésoporeux, comme je vous avais dit, et aussi des solides avec une organisation bidimensionnelle qui ont des pores réellement variables, parce qu'ils ont la possibilité de gonfler, c'est-à-dire de produire une séparation de l'espacement basal pour l'accommodation des molécules, voire même des macromolécules à l'intérieur du solide. Les séolites, c'est un cas paradigmatique. Les séolites, comme vous savez, vient de mot séo, ça veut dire bouillir, et lite, qui fait référence à la pierre, donc en grec, ça veut dire la pierre qui bout. Réellement, c'est que certains minéraux, comme peut-être la morganite ou la philipsite, donc des minéraux, c'est-à-dire des séolites naturels, lorsqu'ils sont chauffés, on a l'impression qu'ils bouent. C'est parce que ces solides
contiennent des canons et des fenêtres à l'échelle nanométrique et qui sont remplis de l'eau habituellement. Donc, lorsqu'on les chauffe, il y a on provoque la sortie des molécules d'eau et l'impression, c'est réellement qu'il y a de l'eau bouillante. C'est d'ici le nom de zeolite. Donc, c'est, comme j'ai dit, un cas paradigmatique où il y a une grande quantité de structures possibles. Ici, c'est une structure typique, vraiment classique d'une zeolite, et on voit que ce sont des aluminosilicates qui sont constitués par des tétraèdres de silicium ou d'aluminium, et donc arrangés comme on voit ici. Plus d'aluminium substitue au silicium dans cet tétraèdre, plus il faudra compenser la charge à l'extérieur, donc de la charpente de ce type de structure, et ce sont des cations d'échange qui vont compenser cette structure. Mais ce qui est intéressant, c'est l'existence des pores de l'ordre du nanomètre. Dans cette échelle, ici c'est une fenêtre qui n'était pas très grande, mais il y a des zeolites qui montrent des fenêtres et des dimensions, des tunnels un peu plus grandes, n'est-ce pas? Et ça, c'est, disons, un type de solide qui reçoit le nom de tamis moléculaires. C'est des tamis moléculaires parce que ces dimensions sont de l'ordre les dimensions de ces nanopores sont de l'ordre de la taille des molécules, de façon que certains des molécules, par exemple, comme ici on voit une paraffine linéaire, peut passer à l'intérieur des solides et même sortir, mais si cette molécule est ramifiée, il y a des effets stériques qui empêchent le passage vers l'intérieur du solide. Ici, on voit qu'il y a une sélectivité aussi importante pour des processus catalytiques. Donc, ces propriétés de tamis moléculaire, c'est extrêmement intéressant parce qu'il permet l'élimination, par exemple, de l'eau. C'est une pratique usuelle au laboratoire en chimie, où on peut retirer l'eau présente dans les solvants par l'addition de tamis moléculaires, de zeolites qui ont des tailles de pores très petites, mais qui permettent d'extraire sélectivement l'eau et donc produire d'une manière très facile des solvants libres de l'eau. L'exemple que je voulais vous montrer avec les zeolites, c'est l'exemple de l'alkylation du toluène. Le toluène, traité par le méthanol en milieu acide et en présence des nanoparticules de platine, produit, mais disons, peut produire toute une série de isomères qui sont disons le silène, ortho, méta et para. Mais ce qui est très intéressant, et c'est le concept de la catalyse sélective par la forme, c'est que seulement quand le produit de la réaction peut être donc c'est un de ces isomères, mais seulement peut sortir le para. C'est parce qu'il y a la possibilité, par la taille et par la forme de la molécule. Donc, la sélectivité est vraiment très précise dans ces cas. Et à la place d'obtenir donc un mélange de ces isomères, il y a seulement, d'une manière sélective, production pratiquement dans la totalité du para-silène. Plus récemment, ça a été encore, disons, amélioré par l'entourage de silicalite 1 en utilisant la zeolite 7SM5 à l'intérieur, et la sélectivité est extraordinaire vers le parasilène.
des solides qui montrent d'autres pores organisés comme les silices mésoporeuses, qui sont préparés. Je voudrais vous rappeler que c'est des micelles qui sont organisées par, dans ces cas, ce sont des micelles avec un arrangement du type cylindrique, par des surfactantes dans l'eau, ont cette façon de diriger la formation de silice tout autour de ces micelles, et on peut éliminer les tensioactives, le surfactant qui est à l'intérieur et qui a servi de template, disons, pour arranger ces silices, peut être extraites, soit par l'action des solvants, soit par traitement thermique, mais finalement, on trouve une silice ou d'autres matériaux, mais une silice, disons, qui montre des pores d'une manière ordonnée et qui ont une taille déterminée. Mais on peut agir sur l'intérieur, la nature de l'intérieur de ces pores d'une manière sélective. C'est ça que nous avons appelé une fonctionnalisation du type asymétrique. Et ça consiste dans le développement d'une silice par l'hydrolyse d'un alkoxyde en présence de tensioactifs d'une manière classique. Et nous avons donc des groupements silanol qui sont à l'extérieur de tous ces solides. Réellement, on voit que ces groupements silanol de la silice peut être traité, par exemple, avec le triméthylchlorosilane, et on va greffer des groupements méthyl à l'extérieur de cette surface. Donc, si on extrait à ce moment-là les micelles, donc le surfactant qui est à l'intérieur, on laisse vide ces parties de la silice mésoporeuse, et on peut alors greffer dans ces cas, avec un silane qui contient un groupement phényl. Ce groupement phényl, qui est donc à l'intérieur, peut être fonctionnalisé par une sulfonation, et cette sulfonation, vous voyez ici, va faire que ces pores contiennent des sites d'échange cationiques, de façon que on peut alors faire des assorptions des espèces ioniques, des espèces cationiques qui vont être discriminées par la taille des molécules. De cette façon, on a pu montrer que l'ammonium, qui est relativement petit, peut pénétrer complètement vers l'intérieur, va être échangé, tandis que la pyridine, qui est pyridinium, le cation pyridinium est un peu plus grand, il peut pénétrer dans une quantité plus faible, mais il y a complètement le tétrabutylammonium, qui est beaucoup plus volumineux, ne peut pas rentrer. Donc, il y a une stratégie pour faire des solides qui ont des nanopores fonctionnalisés, et donc on peut éviter la participation. Voilà, maintenant, je voudrais vous parler du bleu, de bleu. Voilà, ce sont des teintes de bleu. Il y a une série énorme, mais il y a un spécialement qui a un grand intérêt, c'est le bleu maya. Le bleu maya est réellement un pigment qui est formé par l'association, l'assemblage entre une argile de type fibreuse, comme la palyrosquite, qui est connue également comme attapulgite, et un colorant organique qui est l'indigo. Et c'est vraiment connu depuis très très longtemps. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce pigment, qui est vraiment très vivant, et c'est vraiment un pigment qui a résisté le passage du temps pendant des siècles. Et il est vraiment très stable du point de vue chimique, du point de vue de la composition, qui est
la persistance de la couleur, et il est pratiquement indestructible. C'est vraiment un pigment vraiment très intéressant. Réellement, on a appris maintenant qu'il était préparé par traitement dans les copales. Les copales est une espèce de résine, c'est comme un ambar, mais pas fossile, et de certains arbres qui étaient dans l'Amérique centrale et qui existent encore évidemment. Et le traitement de cette résine avec le indigo et cette argile, la palygorskite, faisait partir les molécules d'eau qui étaient remplacées par l'indigo, donc donc ça se passe à des températures d'environ 150 degrés, plus ou moins, qui est la température nécessaire pour enlever des molécules d'eau coordonnées à l'intérieur du minéral, de ces nanopores, et c'est les molécules qui vont venir vers l'intérieur. Donc, on voit qu'il y a des possibilités d'insérer dans des nanopores des molécules. Ça, c'est la nanotechnologie développée il y a pas mal de siècles. Et donc, on peut voir donc, ces colorants traités par les copales et traités avec la chaleur fait le pigment maya. Mais maintenant, il faut dire que le indigo, c'est un colorant naturel qui est extrait des plantes. Mais maintenant, c'est produit environ 20 000 tonnes par an, de manière artificielle, et ça, c'est la indigotine. Et c'est très connu parce que c'est utilisé pour faire comme colorant, pour faire les jeans. Donc, la production est énorme. Et voilà, ça c'est la palygorskite, ça c'est l'indigotine, et donc la pénétration dans l'intérieur de ces tunnels, qu'on voit ici, va stabiliser les pigments et va les protéger de l'action des agents, de l'eau, des autres agents, des microbes, etc. La sépiolite, je racontais l'autre jour, c'est un minéraux apparenté, et seulement les canaux sont encore un peu plus grands. Et permettent le passage de certaines molécules. En principe, l'argon et l'azote, si on voit parfaitement dans les Kawasu, cette analyse, qu'il y a une pénétration monomodale, pratiquement, des molécules d'argon à l'intérieur de ces tunnels, de ces canaux. Mais il y a d'autres molécules, des molécules plus petites, toujours, qui peuvent aussi pénétrer à l'intérieur de ces cavités intracristallines. Il y a des monomères qui peuvent polymériser par la suite. Et il y a aussi des molécules qui peuvent pénétrer et se transformer dans des graphènes, des graphénoïdes. Et donc, on peut aussi donc, reproduire le Maya Blue en utilisant la sépiolite. Et on va voir quelques exemples parce que c'est très intéressant pour produire des pigments qui sont résistants à la dégradation de la lumière et particulièrement de l'ultraviolet. Donc, les petites molécules peuvent pénétrer parfaitement dans ces minéraux et même des molécules un peu plus grandes, par exemple comme la pyridine, pénètre à l'intérieur des tunnels de la sépiolite et où il y a de magnésium hydraté. Donc, c'est des liaisons d'hydrogène qui s'établissent entre la pyridine et l'eau coordonnée au magnésium. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on chauffe ce système, on peut prouver, spectroscopiquement, qu'il y a une perte de la molécule d'eau et une coordination directe de l'azote avec le magnésium. Et ce n'est pas habituel d'avoir des coordinations stables, magnésium-azote, comme vous le savez très bien. Mais à l'intérieur de ces tunnels, dans les espaces intracristallines, c'est possible de tenir ces espèces avec une grande stabilité.
parce qu'il n'y a pas de molécules d'eau qui vont pénétrer de nouveau et casser ces liaisons. Donc, c'est un cas, vraiment, une chimie différente de ce qu'on trouve à l'extérieur. Voilà donc les applications qu'on peut faire en suivant le concept du Maya Blue, du bleu de Maya. C'est que certains colorants, comme le bleu de méthylène par exemple, peuvent pénétrer dans certaines conditions dans les tunnels. D'autres colorants, c'est la même chose. Mais il y a une grande différence. Si nous avons des concentrations très élevées ou on travaille avec des solutions très diluées. Parce que quand on travaille avec des solutions relativement concentrées, ben, on voit qu'il n'y a pas une pénétration de ces molécules. Et c'est ce qui est arrivé souvent aux gens qui ont essayé. Mais par contre, si on utilise des solutions très très diluées, alors on arrive à une absorption, et cette absorption se produit dans l'intérieur des tunnels. Et pourquoi? Eh bien, c'est parce que la haute concentration produit une agrégation moléculaire qui empêche la pénétration dans les tunnels. Tandis que lorsque il y a une solution très diluée, alors on peut favoriser la pénétration individualisée des molécules. Ce qu'on voit, c'est que si on traite après, pendant une journée au Soxhlet, on essaye d'extraire les molécules qui ont pénétré du bleu de méthylène, on voit que pratiquement on extrait aucune quantité appréciable. Mais d'autres colorants, comme par exemple c'est la auramine O, qui pénètre partiellement, on voit qu'il y a une extraction importante. Donc, il y a certaines molécules qui peuvent s'accommoder par sa taille et d'autres qui ne peuvent pas. Et l'application ici, comme je vous ai dit, c'est très intéressant parce qu'on peut donc faire des pigments où des colorants solubles dans l'eau pénètrent à l'intérieur de ces silicates et ils sont protégés par après de l'action de l'irradiation ultraviolet. Et ceci est très intéressant parce qu'on peut produire des peintures à l'eau qui résistent à l'action de la radiation solaire. Donc ça, c'est très important, par exemple, pour les peintures des voitures. Nous avons, en collaboration avec une entreprise très importante au Japon, qui est Kansai Paint, un nouveau procédé qui montre les possibilités de stabiliser des pigments solubles dans l'eau, dont les nanopores des systèmes tels que la sépiolite, aussi certains zeolites. C'est qui est très intéressant parce que, comme vous voyez, donc c'est avant et après irradiation, le bleu de méthylène ou le rouge de méthylène reste pratiquement sans changer. Et ce qui confirme le fait de la protection dans le canot de la sépiolite dans ces cas. L'hydrol de Michler, c'est un composé très intéressant qui a cette formule que vous voyez ici, c'est le 4,4-bis diméthylamino-benzylhydrol. Et c'est intéressant comme agent de visualisation pour la détection des mercaptanes. Donc, qui est avec une sensibilité extrêmement intéressante, extrêmement basse, comme c'est environ 10 par billion. Le mécanisme, c'est comme vous voyez, en présence, disons, d'un acide, il va avoir la formation des cations carbonium intermédiaires, et alors il va réagir avec des mercaptanes. Il va former donc un produit. Ce produit ici est coloré en bleu, mais il va disparaître, ces couleurs, par les changements importants de la configuration électronique de ces chromophores, une fois qu'il a réagi avec le mercaptane. Et ça, on peut voir ici comment la couleur bleue diminue d'intensité
comme on voit sur le spectre visible, et il y a donc une décoloration, comme on voit ici. Mais cette décoloration est pratiquement totale dans le cas de la silice, et il est partiel dans le cas de la sépiolite, mais dans le cas de la palygorskite, où il y a, disons, un piégeage de ces molécules à l'intérieur, on voit que il reste, donc ces molécules restent là, et ils ne sont pas, ils ne peuvent pas réagir avec le mercaptane. Donc ça veut dire qu'on a un système où les molécules sont vraiment intégrées dans les solides, dans les nanopores des solides. On a eu déjà l'occasion, dans d'autres autres jours, dans ces cours, de voir les possibilités de produire des matériaux du type graphénoïde à l'intérieur des pores, par exemple de la sépiolite. Je voudrais tout simplement vous rappeler que la sépiolite peut insérer à l'intérieur de ces nanopores l'acrylonitrile. Cet acrylonitrile est polymérisé, et après polymérisation, on peut enlever tout ce qui est à l'extérieur du solide, par un lavage sur du méthylsulfoxyde, et le traitement thermique va produire des matériaux du type de carbone, et l'extraction même de ces, par dissolution du silicate, va produire des nanofibres de carbone, qui sont des nanofibres avec des tailles vraiment très très petites. Ils n'ont rien à voir avec les nanofibres qui sont produites actuellement par d'autres méthodes. Ça s'est produit de la façon suivante. L'acrylonitrile dans la sépiolite est vraiment un isolant, donc à température même, il faut chauffer à des températures, ici c'est plus ou moins la température ambiante, et il faut chauffer à des températures relativement élevées pour voir qu'on commence à apprécier une conductivité à l'intérieur du solide. Donc la sépiolite plus le carbone qui est occupé à se former. Donc une fois qu'il est formé à environ 800 degrés centigrades, et on laisse refroidir, on voit que la conductivité du solide ne diminue pas, puisque le solide qui est formé est un bon conducteur électronique. Ce sont réellement des matériaux du type graphène. La caractérisation, par exemple, dans ces cas, par la résonance magnétique nucléaire qui suivent tous ces procédés de chauffage, on peut voir la production de polyacrylonitrile, donc des phases intermédiaires, et finalement un seul pic qui correspond pratiquement à du graphène qui est formé comme résultat et qui se trouve à l'intérieur de ces pores. Donc c'est très intéressant qu'on peut donc dissoudre, qui sert comme fait le rôle d'un moule pour former ces nanofibres. Donc c'est un cas intéressant. D'autres argiles, tels que les argiles du type lamellaire, peuvent avoir la possibilité pour d'intercaler des molécules de cations, par exemple, ou des molécules neutres. Et ça, c'est intéressant aussi, parce qu'il y a certaines réactions qui se produisent à l'intérieur. Ça, c'est dans le cas de la vermiculite, qui est un silicate lamellaire de très haute charge, qui rassemble l'aspect beaucoup au mica. Ce sont des cristaux très grands. Et bien, l'intérieur a exactement la même structure que le silicate du type de la morionite, seulement que ce sont des cristaux très grands, qu'on peut faire même des monocristaux, comme c'est le cas ici, et d'étudier par analyse de Fourier monodimensionnelle, on peut étudier très bien la structure cristalline des systèmes à l'intérieur, donc intercalés dans ces silicates. La L-ornithine peut former exactement une dicétopipéracine, comme vous voyez ici, par chauffage très léger, relativement, et ça, comparé à ce qui se forme dans un système ouvert, où il tend à former des polymères, des polyaminoacides, disons,
linéaires ou bien ramifiées, etc. Ici, on forme exclusivement, et c'est un cas vraiment exceptionnel. Donc, ce qui se passe dans l'espace intracristallin de ces silicates avec ces acides aminés, c'est vraiment extraordinaire par la formation d'un seul produit, comme vous voyez ici. La dimérisation de l'acide oléique, c'est un autre exemple qui a été décrit par la première fois par Weiss, et il forme exclusivement donc, ces dimères. Pour ceci, il faut que le silicate soit pourvu d'une charge électrique exactement, je ne rappelle pas exactement le chiffre, mais il doit être très précis la valeur de la charge électrique pour avoir donc la possibilité de former ces dimères en exclusivité. On avait décrit l'autre jour que les cations interlamellaires, donc qui sont normalement hydratés, produisent un degré anormal de dissociation de l'eau. Parce que réellement, le champ électrique qui a ces cations isolés, donc avec les molécules qui sont autour, produisent une séparation du proton. Et comme vous voyez ici, donc il y a la formation du H3O+. Donc l'intérieur de l'espace intracristallin est toujours de l'eau, mais de l'eau anormale, une eau qui est relativement acide. Et ceci est intéressant parce que sert à produire des réactions spéciales. Par exemple, l'ammonium dans l'argile, et spécialement dans des argiles qui ont des cations acides, voire une haute charge et une petite taille. Donc le champ électrique est beaucoup plus grand dans ces cas et produit donc un degré plus élevé de la dissociation de l'eau. C'est aussi le cas pour le pentoxyde de vanadium, le sérogel, où il y a vraiment, on peut aussi le considérer comme un polymère de l'acide, enfin l'acide décavanadique, mais c'est un système donc intracristallin aussi très acide. Et donc l'ammoniac, d'une manière spontanée, et ça a été décrit par Morland, Puyterhoeven et Fripia en 1963 déjà, lorsqu'on exposait à une argile de l'ammoniac, elle devient de manière très spontanée, il devient protoné. Ça se voit très bien à l'infrarouge par la formation de bandes caractéristiques du cation ammonium. Plus tard, ce qu'on a vu, c'est que la pyridine, par exemple, peut s'intercaler, peut former des cations pyridinium et dans les argiles, mais aussi dans d'autres systèmes lamellaires. Et ce qui est intéressant, c'est dans le cas de l'aniline, il y a aussi une protonation. Mais si en même temps on oxyde ces cations, on va former de la polyaniline dans la phase conductrice, ce qui est fort intéressant. Ça, tout simplement, ça se produit lorsqu'on mélange le pentoxyde de vanadium, par exemple, on le mélange avec l'aniline. Il forme le noir d'aniline qui est conducteur électronique. Nous avions, c'est une curiosité, nous avions présenté ces premiers résultats en 1988 à Nice, dans un congrès de la Société chimique de France, et on préparait la publication, et ça a apparu juste un peu plus tard. C'est Kanatsidis qui a publié ça dans le JACS, et c'est réellement une publication qui a reçu beaucoup d'intérêt, beaucoup de citations, etc. Donc, ce qui se forme, c'est réellement un polymère de l'aniline, un polymère conducteur, c'est l'éméraldine sale, le sel de l'éméraldine, qui est la phase conductrice, une phase conductrice, et donc par l'interaction avec les pentoxydes de vanadium dans ces cas. Donc, c'est réellement un nanocomposite
très intéressant du point de vue de la conductivité électronique qui est associée et qui est relativement assez intéressante et qui peut servir à faire d'autres systèmes. Voilà un cas aussi très intéressant et qui concerne une transformation chimique à l'intérieur des solides. C'est la réaction de réarrangement du pinacol. Le pinacol se transforme en milieu conventionnel, donc par réaction à reflux avec l'acide sulfurique, il se transforme dans la pinacolone. Mais si on le fait dans des supports tels que l'alumine, le silice, mais spécialement les silicates lamellaires, on produit non seulement, dans le cas des argiles, on produit non seulement la pinacolone, mais aussi les produits de la double déshydratation. Et c'est qu'on voit, c'est que plus acide est le cation, comme on voit ici, plus acide est le cation, plus grande est le rendement de la réaction dans la transformation et plus grande la formation de la pinacolone. Donc on voit très clairement le rôle de l'acidité à l'intérieur et aussi le rôle qu'on peut produire, on peut arriver à un produit ou à l'autre. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est lorsque on a un système où on a des groupes différents, des substituants différents sur le même carbone de glycol. Ici, si on a un diphényl, diméthyl, ben, la possibilité, c'est qu'on nous dit, c'est qu'en milieu homogène, on va former la diphénylbutanone, parce qu'il y a une migration du phényl. Mais intercalé dans le système lamellaire, il y a non seulement la possibilité de migration, pour former ça, il faut la migration des groupements phényl. Les groupements phényl sont plus favorables à migrer que les groupements méthyl et que les groupements hydrogène. Donc, non seulement on va former ces composés carbonyles, mais on va former donc les produits de la migration du méthyle. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a un empêchement estérique et la migration va être difficulté. Donc, on a des possibilités donc, de perdre 2 molécules d'eau et faire une double déshydratation, mais on a aussi la possibilité donc, de migration du phényl, ici, formé donc la cétone, la méthylcétone, ou de migrer le méthyle donc, et avoir la phénylcétone. Donc, ça c'est possible à l'intérieur des solides, mais ce n'est pas possible dans la chimie donc, classique en solution. Mais même si on prend l'argile et on le calcine, c'est-à-dire on va collapser le solide et on va empêcher la pénétration à l'intérieur, donc on aura seulement des surfaces externes, alors le comportement est exactement comme en solution. Donc c'est vraiment l'espace intracristallin qui empêche la migration de groupements et qui va changer la chimie à l'intérieur du solide. Donc on a ici quelques exemples avec des rendements différents. On voit que l'acidité joue un rôle très important et qu'on peut avoir donc de différentes possibilités pour avoir l'un ou l'autre de ces produits de réaction. Souvent, on parle de systèmes lamellaires comme les argiles, ce qui est un exemple paradigmatique, et ce sont des cations, dans le cas des argiles, qui sont des cations échangeables. Il y a un système parallèle qui est celui des hydroxydes doubles lamellaires, qui est les HDL, qui sont appelés parfois comme des argiles inverses ou des argiles anioniques. Et c'est parce que ces couches, ce sont des couches de brucites qui sont remplacées d'une manière isomorphique par des cations trivalentes, par l'aluminium, etc. Donc la charge qui doit être compensée, dans ces cas, c'est des cations, c'est des anions à la place des cations dans le cas des argiles. Donc, et ces solides sont aussi intéressants parce qu'ils peuvent être utilisés pour faire des réactions à l'intérieur des solides, mais d'une manière
complètement unique. Parce que on voit que le solide, par exemple, peut réagir et de la façon suivante. Ce sont des réactions qu'on appelle d'activation anionique, c'est-à-dire un halogénure d'alkyle peut réagir avec un acétate. Normalement, ces réactions se font de la façon suivante. Un acétate, par exemple l'acétate de potassium, est traité avec un halogénure d'alkyle en présence d'un intercouron qui va qui va masquer le potassium, il va activer l'anion acétate. Eh bien, on va former donc un ester. Eh bien, ça, c'est possible de le faire si on place l'acétate à l'intérieur du solide et on fait la réaction. Dans ce cas, c'est activé par des micro-ondes, mais on peut faire ces réactions très facilement aussi à l'étuve, donc un chauffage conventionnel. Et donc, on va produire des esters. Donc, c'est le solide réellement qui va rentrer. Je crois que c'est de peu exemples où ces réactions se passent avec rendements très variés de la production de différentes proportions selon, en faisant varier la proportion et les conditions expérimentales. Voilà. Donc, je voulais vous montrer à propos des hydroxydes double lamellaires un autre cas très spécial où le solide peut avoir un rôle d'un container, de stocker, de piéger, de protéger une espèce, dans ces cas, macromoléculaire, comme c'est le cas de l'ADN. Il a été décrit que l'ADN, qui est chargé négativement, peut être inséré à l'intérieur des hydroxydes double lamellaires de magnésium et d'aluminium. Et ce sont des bio-nanohybrides qui sont très stables. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut utiliser ces nanocontainers pour produire une pénétration dans des cellules à travers la membrane, et ils vont libérer à l'intérieur du cytoplasme. Le cytoplasme a un pH relativement acide, un peu acide, et il va dissoudre lentement le solide, l'hydroxyde double lamellaire. Alors le ADN va être libéré et il peut agir dans les nucléus. Ça a été prouvé, à ma connaissance, pour le traitement de leucémie et encore dans des mouches, des rats, et bon, avec certains succès, mais je ne connais pas la suite réellement, je ne sais pas où ça se trouve, parce que c'était déjà quelques années, une dizaine d'années, qu'on connaît ce travail, mais on ne voit pas des applications réelles. Mais c'est très intéressant, donc on peut utiliser, d'un point de vue de la thérapie génique, ces concepts de piégeage des molécules à l'intérieur des espaces confinés. Le solide peut être transformé à l'intérieur pour les conditionner pour des réactions plus spécifiques. Et on voit donc qu'on peut modifier, par exemple, des solides tels que les argiles, le fer des argiles à piliers, mais d'autres solides lamellaires peuvent former aussi de ce type de produits, ou peuvent être transformés dans des matériaux complètement exfoliés. Donc on peut préparer des argiles à piliers avec des fonctions très variées et par exemple avec de l'aluminium, non seulement d'aluminium, mais de zirconium, de titanium, fer, etc., avec des stabilités très variées, évidemment. Et on peut faire aussi des piliers avec des oxydes doubles, par exemple fer-aluminium ou gallium-aluminium, etc. Et on peut même inclure
dans ces galeries à l'intérieur des solides lamellaires des fonctions comme le pentoxyde de vanadium ou des fonctions sulfoniques qui sont valables pour certaines réactions. Donc, de cette façon, on peut avoir des solides de relativement haute surface spécifique qui peuvent donc loger des molécules et produire des transformations plus spécifiques et très variées. Ça, c'est un exemple. Comment cette réaction dont on parlait, la réaction de réarrangement d'un pinacol, comme on a ici, du diphényl du méthyle, et on peut avoir donc tous ces produits, comme on a déjà décrit. Donc, en milieu homogène, on obtient exclusivement ces produits de transformation, c'est la 2-butanone, donc de diphényl de butanone, mais avec une argile, avec un cation acide, on peut avoir donc ces deux possibilités. Donc, comme on avait dit, de deux cétones qui peuvent avoir des populations différentes. Et aussi, si c'est un argile à piliers, on peut avoir donc une préférence vers la double déshydratation. Donc, on peut réellement modifier certains solides pour avoir des produits de réaction très spécifiques. Je voudrais maintenant, pour conclure, faire référence à d'autres systèmes tels que les membranes d'alumine qui sont nanoporeuses et qui sont très intéressants, spécialement pour conformer des matériaux à l'intérieur de ces pores. On va parler des membranes d'alumine. Ce sont des membranes du type asymétrique, mais qui ont une porosité très homogène et qui ont une stabilité thermique vraiment très élevée. En plus, ils ont une porosité aussi très, très grande. Donc, il y a un grand intérêt pour utiliser des membranes comme vous voyez ici, avec des tailles et des topologies très variées dans la taille des pores, ou même, comme vous voyez, des images très différentes. Et ça, apparemment, c'est un système qui serait très simple. Évidemment, il existe, on peut les acheter, ce sont commerciales, mais on peut les produire au laboratoire. Et c'est tout simplement un procédé électrochimique d'une anodisation d'aluminium. C'est ce qui est la clé de tout ceci, c'est qu'il faut utiliser des feuilles d'aluminium vraiment très pures. Donc, et si on change la nature de l'électrolyte, si on change les conditions de voltage, de température, de concentration, etc., on peut avoir des dimensions et des distributions des pores vraiment d'une manière reproducible. Par exemple, nous avons obtenu au laboratoire. Par exemple, si on utilise dans l'électrolyte de l'acide oxalique, si on utilise de l'acide sulfurique, on peut avoir des diamètres, ça c'est juste un exemple, de 35 nanomètres ou de 25 nanomètres, avec des distances entre pores de 100 nanomètres et, dans certains cas, de très bonnes organisations à longue échelle, d'une manière très uniforme. Comme vous voyez, ici, ce sont quelques exemples. On peut même appliquer ça pour faire, et les essais que nous avons développés nous amènent à des systèmes comme vous voyez ici. Ce n'est pas exactement dans le même cas pour le titanium que pour les... donc, on ne peut pas former des membranes semblables à ce qu'on obtient avec l'aluminium et qui forment par oxydation électrochimique de l'alumine. Dans ces cas, on obtient des genres de résultats comme vous voyez ici. C'est plutôt que des nanopores, je dirais des donuts ou quelque chose pareil, mais la forme est complètement différente. On ne peut pas appliquer les mêmes principes. Mais on peut utiliser ces systèmes ou des membranes différentes, par exemple, pour former des nanotubes
de cobalt. Et ça, c'est très simple. Si on a le cobalt octacarbonyle, donc on peut le faire évaporer et on va recouvrir seulement la partie de la paroi externe de la membrane. On peut aussi donc le remplir par du cobalt et faire des nanophiles, comme vous voyez ici, après dissolution d'alumine en milieu basique, tout simplement pour révéler ces matériaux. On peut voir ici qu'il y a certains qui sont remplis et d'autres qui ne sont pas remplis. Et ce qui est intéressant, c'est les propriétés, sont les propriétés magnétiques, les caractéristiques superparamagnétiques qui sont associées à ces nanophiles de cobalt dans ces cas. Il y a d'autres exemples très récents, comme c'est par exemple là, on peut remplir ces membranes, par exemple par des polymères, et il y a des progrès pour certains composites qui peuvent être d'utilité pour la fabrication de cellules solaires. Et il y a aussi la possibilité de développer ce même système de la production de graphène qu'on a parlé pour la sépiolite. On peut le faire dans les membranes et on obtient des systèmes de nanotubes, comme vous voyez ici, nanotubes de carbone. Et ces nanotubes de carbone ont des possibilités extraordinaires pour être appliqués dans les batteries rechargeables de lithium. Ici, quelques exemples plus récents de modifications de parois des membranes d'aluminium. Ici, dans ce cas, c'est par atomic layer deposition, la déposition des couches atomiques, et qui est une technique qui est très valable pour ce genre de modification. Ici, c'est un exemple très joli, avec une modification avec de l'oxyde de zinc. Et ce qui est intéressant, c'est que comme l'oxyde de zinc est une certaine activité anti-microbes, bien, certains pathogènes, comme l'Escherichia coli et d'autres Staphylococcus aureus classiques, sont de grande utilité parce qu'ils peuvent être utilisés comme membrane pour la purification d'aliments, etc., de l'eau, et donc avec une protection du point de vue biologique. Ce qu'on peut faire aussi, c'est remplir ces membranes. Et dans cet exemple, nous avons rempli avec des enzymes, avec de la glucose oxydase, et on a recouvert, pour éviter pour un passage plus sélectif, on a appliqué par spin coating, on a appliqué une couche, on a développé une couche de chitosane. Donc ils sont attrapés, piégés, cette enzyme, et il peut être très bien utilisé comme la face active d'un capteur pour la détection de glucose. Et ça, c'est évidemment applicable à notre système pour faire des bioréacteurs. Pour terminer, je voudrais vous montrer quelques exemples récents aussi de possibilités qui offrent les nanotubes de carbone pour la pénétration aussi des espèces qui ont été décrites principalement par Jeremy Sloan de l'Université d'Oxford et qui a pu montrer que les nanotubes de carbone qui ont des parois simples, comme on a ici, peuvent avoir donc des dimensions du type du nanomètre et un peu variables, ça dépend de la nature du nanotube de carbone. Donc, ce sont des dimensions qui sont réellement très proches à celles qu'on a vues pour les canons de zeolite, les canons de silice mésoporès et aussi de la sépiolite, par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, si on voit en microscopie électronique, et c'est les modèles, comment on peut former ce qu'on peut appeler des cristaux de Feynman. Ce sont des cristaux qui ont une taille extrêmement petite. Ce sont par exemple ça c'est le cas d'un iodure de potassium, et ce sont deux cristaux, vous voyez, de 4 atomes ici, et qui sont organisés comme on voit dans ces images. Ça, c'était spectaculaire parce qu'on
on peut les remplir donc, avec des phases, par exemple 3x3, des iodures de potassium, et qui ont des dimensions tellement petites qui probablement auront une chimie bien différente. On peut remplir des nanotubes de carbone, par exemple, par des oxydes magnétiques, comme on voit ici à l'intérieur, et on peut même incorporer à l'intérieur des polymères conducteurs du type du polypyrrole ou de la polyaniline. Donc, on peut obtenir des nanofibrilles avec des propriétés de conductivité très spécifiques. On peut produire donc des insertions avec, par exemple, dans les cas de iodure de cobalt, donc c'est tout au long de ces nanostructures des nanotubes de carbone, et même avec cette conformation hélicoïdale, vous voyez ici. Et donc même, on peut, par exemple, incorporer des fullerènes, des molécules de fullerène à l'intérieur, donc des nanotubes de carbone, comme vous voyez ici. Et ça, c'est extraordinaire parce que vous voyez ici, il y a 1, 2, 3, 4. C'est vraiment très joli. Ici, il y a, donc, ça c'est 4 fullerènes. Et ici, il y a, je crois qu'il y a 4 aussi molécules. Bon, c'est les chlorures de thorium qui est ici. Donc, ça c'est le modèle, 4 fullerènes et arrangés avec 4 entités, arrangées monodimensionnellement, des chlorures de thorium. Ici, c'est la même chose, mais pour les iodures de fer, ça serait le fer en jaune, et les iodures représentés dans cette couleur. Mais je pense qu'il voulait faire des couplages, donc fullerène, iodure de fer, etc., alternativement, mais ce qu'on voit finalement, c'est qu'on les remplit. Et certainement, la chimie qu'il va avoir à l'intérieur de ces fullerènes va être différente de ce qu'on pourrait, qu'on connaît et qui se passe en solution et dans les moyennes homogènes. Donc, je voudrais maintenant conclure. Tout simplement, ce que nous avons vu, c'est que certaines espèces ioniques ou moléculaires peuvent être bien accommodées à l'intérieur des solides, qui sont vraiment des molécules qui sont piégées, voir l'exemple du bleu Maya. Ils sont piégés à l'intérieur de ces solides, mais qui sont des solides qui peuvent avoir donc des canons de topologie monodimensionnelle, comme c'est les nanotubes de carbone ou la sépiolite, des arrangements du type bidimensionnel, comme c'est le cas des argiles et d'autres matériaux lamellaires, qui peuvent accommoder des espèces ioniques ou moléculaires par la variation de son espacement basal, ou même des systèmes tridimensionnels comme le zeolite et matériaux apparentés. Donc, c'est intéressant aussi pour la fabrication des nano-objets, voire les alumines, nanoporeuses, etc., et avec des propriétés qui sont singulières, mais aussi des réactions chimiques qui se développent d'une manière différente à la chimie conventionnelle des systèmes ouverts, voire par exemple ces réactions, comme exemple, de l'alkylation du toluène, ou par exemple les réactions de réarrangement de pinacol. Et donc il y a des perspectives, c'est plutôt une réflexion, ce que je voulais vous présenter ici, parce que ceci nous offre des possibilités d'utiliser des nanopores comme espace confiné pour faire beaucoup de choses en chimie. Je vous remercie de votre attention.